Je franchis le seuil de ma porte sans un bruit, et mes chaussures me glacèrent le sang. Ces derbies, les Bordeaux que je lui avais offertes pour nos 6 ans, étaient posés de travers au pied de l'escalier, comme s'il les avait ôtés d'un coup de pied. À côté, une paire de sandales laides que j'ai immédiatement reconnues. J'avais vu ma meilleure amie boucler ces mêmes sandales devant un restaurant 3 semaines auparavant. Je suis restée un long moment dans mon entrée, à écouter les sons qui descendaient du premier étage. Son rire. Un rire grave, doux, familier d'une façon qui me glaçait le sang. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas montée. J'ai posé mon sac de voyage contre le mur aussi discrètement qu'un souffle retenu, et je suis allée à mon bureau, car la fin de cette histoire ne leur appartiendrait jamais. Mon vol en provenance de Denver avait atterri 2 heures en avance. La présentation client pour laquelle j'avais pris l'avion avait été annulée la veille. Une fusion ayant capoté à la dernière minute, j'avais réservé le premier billet pour rentrer chez moi sans prévenir personne. Je me souviens avoir pensé à quel point mon mari serait ravi de la surprise. J'avais même envoyé un texto à ma meilleure amie depuis la porte d'embarquement pour lui dire que je serais de retour à midi au lieu de jeudi. Elle m'avait répondu par une série d'émojis cœurs, impatiente de me revoir. Elle me voyait d'ailleurs assez souvent en ce moment, mais pas comme je l'avais imaginé. J'ai fermé la porte de mon bureau sans la verrouiller, et je me suis assise à mon bureau. Mon ordinateur portable s'est ouvert sur le même tableau de bord d'audit d'entreprise que j'utilise tous les jours au travail, et je suis restée immobile pendant exactement 4 minutes, respirant calmement, avant de commencer ce que je fais de mieux, l'ODI. Je m'appelle Lorraine Hargrove. Je suis auditrice judiciaire senior dans un cabinet de conseil financier à Seattle, ce qui signifie que je passe ma vie professionnelle à débusquer ce que les gens croient avoir caché. Notes de frais frauduleuses, factures falsifiées, argent détourné. Je suis très douée pour trouver ce que les gens préféreraient garder secret. Mon mari le savait. Ma meilleure amie le savait aussi. Apparemment, aucun des deux ne pensait que cela les concernait. J'ai commencé par consulter l'agenda partagé de mon mari, celui que nous avions créé 4 ans auparavant pour coordonner nos déplacements. Il dirigeait une entreprise de taille moyenne spécialisée dans l'aménagement paysager et la conception d'espaces extérieurs. Son entreprise était suffisamment prospère pour avoir une petite équipe et quelques clients professionnels. Son agenda affichait des consultations clients les mardis et jeudis après-midi depuis 11 semaines. J'ai recoupé ces informations avec le logiciel de gestion de projet de son entreprise, auquel j'avais un accès légitime en tant que co-signataire du compte professionnel. Ces consultations du mardi et du jeudi ne correspondaient à aucun projet en cours ni à aucune heure de travail. C'étaient des rendez-vous fantômes, des créneaux temporaires, le genre de choses qu'on invente pour justifier sa présence là où on ne devrait pas être. Ensuite, j'ai consulté les relevés de cartes bancaires. Je n'avais jamais eu de raison de les examiner de près auparavant. Nous gérions nos finances ensemble, nous nous faisions entièrement confiance, du moins c'est ce que je croyais. Les débits étaient flagrants une fois que j'ai compris ce que je voyais. Un hôtel de charme à Capitol Hill, 12 fois ces 3 derniers mois. Un bar à vin à 2 pas de chez nous, toujours en semaine, toujours pour 2. Une commande passée dans une bijouterie en avril, dont je n'ai jamais rien reçu. Des fleurs livrées à une adresse à l'est de la ville. C'était l'appartement de ma meilleure amie. On était inséparables depuis la fac. On avait été demoiselles d'honneur l'une pour l'autre, même si son mariage s'était soldé par un divorce il y a 4 ans. Je l'avais aidée à se reconstruire. Je lui avais présenté mon réseau professionnel, et même recommandé le service RH de mon entreprise quand elle cherchait du travail en freelance. Elle s'était constituée un revenu complémentaire grâce à sa marque de bien-être et lifestyle en ligne, et je l'avais aidée à rédiger les clauses de son premier gros contrat de sponsoring. J'avais contribué à bâtir la vie qu'elle utilisait maintenant pour détruire la mienne. Le bruit de l'eau qui coulait au-dessus de ma tête, ma douche. J'ai mis mes écouteurs, pas de musique, juste la réduction de bruit, et j'ai continué à travailler. Les contrats de sponsoring de ma meilleure amie étaient publics, via les accords de transparence des marques qu'elle publiait sur son site web. Je l'avais aidée à négocier chaque clause. Je savais exactement ce que son principal sponsor bien-être exigeait d'elle en matière de conduite personnelle. La clause de moralité était implacable. Elle couvrait tout comportement susceptible de nuire à l'image familiale de la marque, y compris toute conduite qu'un consommateur raisonnable jugerait répréhensible. Une liaison avec un homme marié, en particulier le mari de sa meilleure amie, aurait été un motif si évident que la discussion aurait été close avant même d'avoir commencé. Ses sponsors secondaires étaient moins importants,
mais les contrats étaient similaires. 3 d'entre eux utilisaient le même modèle standard rédigé par son agent. Je l'avais moi-même examiné. J'avais même suggéré une définition plus précise de la clause de réputation. J'avais été extrêmement méticuleuse à l'époque. J'avais photographié les sandales dans l'entrée avec mon téléphone avant toute autre chose. Horodatage, géolocalisation, sauvegarde dans le cloud à 3 emplacements différents. J'étais une experte en vérification des antécédents. Je maîtrisais la chaîne de traçabilité. L'eau s'est arrêtée de couler. J'ai entendu des voix, puis le doux bruit de l'ouverture et de la fermeture de mon placard. Je me suis préparé un café dans la cuisine, parfaitement calme, et je suis retournée à mon bureau. J'étais avec mon mari depuis 9 ans, mariés depuis 6. Nous avions construit notre vie ensemble grâce à un effort constant et réfléchi, un effort dont aucun de nous deux n'était issu. J'avais remboursé ses dettes professionnelles lors de notre mariage. Il avait quitté Portland pour Seattle pour moi, abandonnant tout son cercle social. Nous formions une équipe que je croyais inébranlable. Leurs messages privés étaient plus difficiles d'accès, mais pas impossibles. L'adresse mail de mon mari était liée à notre compte cloud familial, une configuration qu'il m'avait demandé de mettre en place 2 ans auparavant, lorsqu'il avait changé de téléphone et perdu ses contacts. Il avait enregistré le mot de passe dans mon trousseau. Je n'y avais jamais pensé auparavant, car je n'en avais jamais eu besoin. À présent, j'ai ouvert sa boîte de réception et j'ai tapé le nom de ma meilleure amie dans la barre de recherche. Il y avait 412 résultats. Je ne les ai pas tous lus. J'en ai lu suffisamment. Le premier message datait de 7 mois. Le plus récent, d'hier, alors que j'étais à Denver pour une présentation client. Au cours de ces 7 mois, le ton a évolué, passant de l'hésitation à une certaine assurance, puis à une attitude qui, à la lumière crue de mon bureau, donnait l'impression que ces personnes étaient persuadées d'avoir déjà décidé de l'issue de cette affaire. Une conversation s'était ouverte, où ils discutaient du sort de notre maison. Ma maison, celle que j'avais achetée avant notre mariage, celle pour laquelle j'avais contracté le prêt hypothécaire principal pendant 11 ans. Ils avaient des opinions sur ma maison. Ils avaient des projets. J'ai sauvegardé toute la conversation sur un disque dur externe. À ce moment-là, j'étais rentrée depuis 45 minutes. Ils étaient encore à l'étage. J'entendais le plancher craquer sous mes pas. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai commencé à rédiger. Non pas un discours de confrontation, mais une chronologie, 11 semaines de séjour à l'hôtel avec les dates et les frais, 7 mois de communication électronique documentée, les incohérences de calendrier recoupés, l'impact financier, les failles contractuelles. Je constituais mon dossier comme je le faisais pour tous les autres, méthodiquement, sans émotion, car l'émotion était le luxe de ceux qui s'attendaient à perdre. Alors, au lieu de finir mon café, j'ai préparé du thé, car je savais que j'allais rester un moment et je voulais être éveillée. Des pas dans l'escalier. 2 volets. J'ai entendu la voix de mon mari avant qu'il n'atteigne le couloir. Une phrase anodine, au milieu d'une autre, parlant de réservation pour le dîner. Puis elle lui a répondu d'une voix que j'avais entendue 1000 fois, à chaque anniversaire, chaque fête et chaque moment difficile de ma vie d'adulte. La voix de la personne en qui j'avais le plus confiance. Ils sont arrivés dans la cuisine et se sont arrêtés. Mon mari a prononcé mon nom comme une question. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et j'ai esquissé un sourire froid. Le genre de sourire que j'affiche quand l'équipe comptable d'un client vient de présenter des chiffres qu'il croit irréfutables. Juste avant de leur montrer les 17 anomalies que j'ai trouvées dès la première heure. « Tu es rentré tôt », a-t-il dit. « Changement d'avion », ai-je répondu. J'ai regardé ma meilleure amie. Elle portait un t-shirt que j'avais vu accroché dans mon placard, un de ceux que je croyais avoir égaré le mois dernier. Elle tenait ses sandales aides d'une main, ce qui signifiait qu'elle était retournée les chercher. J'ai noté ce détail sans que mon expression ne change. Je t'ai envoyé un texto. Je lui ai dit, je sais. Sa voix s'était faite très basse. J'allais partir avant que tu me voies. Je sais. Mon mari s'est approché de moi. Lorraine, écoute. J'aimerais que vous vous asseyiez toutes les deux. J'ai désigné l'îlot de cuisine. Je travaille depuis 1 heure et je veux te montrer quelque chose. Elles ne se sont pas assises. Elles sont restées plantées dans l'embrasure de la porte de la cuisine, comme on se tient debout quand on essaie de calculer si la conversation peut encore être maîtrisée. C'était impossible.
Cette fenêtre de tir était fermée depuis 45 minutes. J'ai documenté 11 semaines de frais d'hôtel, ai-je dit en tournant mon ordinateur portable vers elle. 47 000 $ d'heures de consultation client frauduleuse qui ne correspondent à aucun compte actif dans votre système de gestion de projet. J'ai regardé mon mari. C'est un problème de responsabilité pour l'entreprise, pas seulement pour toi personnellement, pour la SARL. Son visage était devenu blanc comme un linge. Je me suis tournée vers ma meilleure amie. Et ton contrat de parrainage bien-être avec Clarendon Health, celui que je t'ai aidé à négocier au printemps dernier, comporte une clause de conduite qui couvre précisément les comportements qu'une personne raisonnable considérerait comme contraires aux valeurs familiales. J'imagine que tromper ta meilleure amie avec son mari en fait partie. J'imagine aussi que les 3 autres contrats que tu as signés en utilisant le même modèle de clause en font partie. Elle s'est alors assise. Ses jambes semblaient l'exiger. « Tu vas détruire mon entreprise », a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Tu l'as déjà détruite. J'ai répondu, le mois dernier ou il y a 7 mois, selon la date de départ. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je m'occupe juste des documents. Mon mari a retrouvé sa voix. On peut en parler. Il y a des choses que tu ne comprends pas dans ce qui s'est passé entre nous, dans ce qui a manqué. Ce qui a manqué, ai-je demandé. C'est ton honnêteté. Le reste, je peux l'expliquer. Je me suis levée de mon tabouret. Tu as 48 heures pour emporter tes affaires. La maison est à mon nom. L'hypothèque a toujours été à mon nom. Tu le sais. Votre compte professionnel comporte une clause de cosignataire que je supprimerai demain matin. J'ai pris mon téléphone. J'ai déjà parlé à mon avocate. Elle s'occupe des formalités. Ce n'était pas tout à fait vrai. Je n'avais pas encore parlé à mon avocate. Je l'appelais dès qu'il serait parti. Mais dans ces moments-là, avoir confiance en soi est une forme de levier. Et j'avais passé ma carrière à comprendre les leviers de levier. S'il te plaît, a dit ma meilleure amie. Elle a prononcé mon nom. Elle s'est excusée. Elle a dit que ce n'était pas intentionnel. Que tout avait commencé ainsi. Qu'elle avait essayé d'empêcher cela. Elle parlait encore quand je suis allée à ma porte d'entrée et que je l'ai ouverte. Je vais voir un client, ai-je dit, ce qui n'était pas tout à fait vrai non plus. J'allais m'asseoir dans ma voiture et passer 3 appels très précis. S'il te plaît, sois parti avant mon retour. J'ai refermé la porte derrière moi sans la claquer. Le clic discret était plus satisfaisant que n'importe quel son que j'aurais pu émettre. Mon premier appel a été pour mon avocate, qui était la mienne depuis avant mon mariage et qui n'a pas semblé le moins du monde surprise par ce que je lui ai dit. Elle a préparé le dossier initial en moins d'1 heure et m'a envoyé un PDF avant même que j'ai fini mon 2e café sur le parking d'une boulangerie à 6 rue de chez moi. Mon 2e appel a été pour la responsable des partenariats chez Clarendon Health, la marque de bien-être qui représentait 70% des revenus de sponsoring de ma meilleure amie. Nous avions déjà échangé 2 fois lors d'événements professionnels. Elle a répondu du premier coup. Je lui ai expliqué la situation sur le même ton que celui employé pour les conclusions d'audit, factuel, documenté, sans commentaire. Le silence de son côté a duré suffisamment longtemps pour que je puisse boire la moitié de mon café. Puis elle m'a remercié, m'a dit qu'ils allaient programmer un examen en urgence et a apprécié ma courtoisie professionnelle de l'avoir prévenue avant que l'affaire ne soit rendue publique. Je lui ai dit que j'enverrais les documents. Je les ai envoyés avant même qu'elle ait raccroché. Mon 3e appel était destiné à la directrice des relations fournisseurs de ma propre entreprise, car ma meilleure amie travaillait sous contrat avec nous et c'était moi qui l'avais recommandé. J'ai signalé le conflit d'intérêts et fourni les documents nécessaires. J'ai clairement indiqué que la recommandation avait été faite de bonne foi et que je divulguais la situation dès que j'en avais connaissance. La directrice m'a remercié pour mon intégrité. L'ironie de la situation, ce mot employé à ce moment précis, ne m'a pas échappé. Je tiens à être prudente, car je sais comment cela peut être perçu de l'extérieur. Je sais que certains, en lisant la suite, jugeront cela excessif. Je veux leur dire que je comprends leur réaction et qu'ils ont le droit de l'avoir. Mais les messages que j'ai lus cet après-midi-là entre mon mari et ma meilleure amie n'étaient pas ceux de 2 personnes ayant commis une seule et terrible erreur et rongées par la culpabilité. C'étaient les messages de 2 personnes qui avaient des projets. Des projets qui incluaient ma maison, ma stabilité financière et mon cercle social. Ils avaient parlé de mon emploi du temps et s'en étaient servis contre moi.
Ils avaient programmé leur réunion en fonction de mes déplacements. Ils avaient traité ma vie professionnelle comme un simple outil pour faciliter leurs arrangements, tout en planifiant la destruction de ma vie personnelle une fois le moment venu. Je n'ai pas détruit 2 personnes sur un coup de tête. J'ai établi la vérité et j'ai laissé les conséquences professionnelles suivre leur cours. C'est une distinction que je peux accepter. Quand je suis rentrée ce soir-là, ils étaient tous les 2 partis. Mon mari avait pris un sac de vêtements et laissé ses clés sur le plan de travail de la cuisine. Le reste, c'est-à-dire l'essentiel de notre vie commune, était resté exactement où il était. La maison était à moi et je n'allais pas la quitter. Je suis montée à l'étage, j'ai défait le lit et jeté tous les draps à la poubelle. Puis j'ai refait le lit avec les draps que j'avais gardés en réserve depuis avant notre mariage. Ensuite, j'ai pris une longue douche dans ma salle de bain et je suis restée sous l'eau chaude jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Je n'avais pas encore pleuré. Je ne savais pas quand cela arriverait. Je savais que ça allait venir. Le chagrin n'attend pas. Il arrive à son propre rythme, peu importe à quel point on parvient à paraître calme les heures précédentes. Mais cette nuit-là, ce que j'ai le plus ressenti, c'était un silence étrange et d'une pureté absolue dans la maison. L'odeur de l'air après le passage d'un orage. Les conséquences financières n'ont pas tardé à se faire sentir, comme toujours. L'entreprise de mon mari dépendait d'une ligne de crédit garantie par notre conjoint. Dès que j'ai retiré mon nom de la caution, cette ligne de crédit a été examinée. Plusieurs de ces contrats commerciaux en vigueur contenaient des clauses exigeant que l'entreprise fournisse des attestations de bonne santé financière. 2 de ses clients ont fait part de leurs inquiétudes dans les 10 jours. L'un d'eux, une société de gestion immobilière qui représentait son plus gros client, a suspendu le contrat dans l'attente d'un examen de la situation financière de son entreprise. Il m'a appelé 4 fois la première semaine. J'ai laissé ses appels aller sur sa messagerie. Ces messages sont passés de la défensive aux excuses, puis à une panique presque réelle à mesure que l'ampleur des conséquences professionnelles devenait évidente. Dans le 4e message, il a dit qu'il avait besoin de parler de l'entreprise. Il a dit que j'exagérais. Il a dit que nous avions tous les 2 commis des erreurs dans ce mariage. J'ai enregistré ce message dans le même dossier que les reçus d'hôtel. La situation de ma meilleure amie a évolué plus vite que prévu, car le monde du sponsoring réagit rapidement lorsque la réputation d'une marque est en jeu. Clarendon, elle, a rompu son contrat en 5 jours et a publié un communiqué discret expliquant qu'elle se séparait des ambassadeurs de marque dont le comportement était contraire à ses valeurs. Les 3 autres sponsors ont suivi dans les 2 semaines suivantes. Une marque d'équipement de fitness avec laquelle elle était en pourparlers pour un nouveau partenariat a immédiatement cessé toute communication. Le nombre de ses abonnés a commencé à chuter dans les 24 heures suivant la diffusion de l'information concernant Clarendon dans le milieu du bien-être. Pas de façon catastrophique au début, mais progressivement, une lente érosion qui se produit lorsqu'un public sent que quelque chose a changé avant même de savoir exactement quoi. À la fin du premier mois, elle avait perdu près de 40% de son taux d'engagement, un indicateur qui importait bien plus aux sponsors que le nombre brut d'abonnés. Elle m'a envoyé un SMS un mardi soir, 3 semaines après les faits. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais en colère et qu'elle le méritait. Elle m'a dit que je lui manquais, et c'était la chose la plus sincère qu'elle pouvait dire. Elle a ajouté qu'elle espérait qu'un jour je comprendrais qu'elle n'avait pas prévu que les choses en arriveraient là, qu'elle avait essayé de rester loin de lui, qu'elle avait échoué dans quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû tenter. J'ai relu le message 2 fois. J'ai repensé aux 9 années que nous avions passées ensemble. À la façon dont elle m'avait appelé la nuit de son divorce et dont j'avais traversé la ville en voiture à 2 heures du matin parce qu'elle ne devait pas être seule. À la façon dont j'étais assise à côté d'elle aux funérailles de sa mère et dont je lui avais tenu la main pendant toute la cérémonie. À la façon dont, en toute confiance, je lui avais remis le contrat qui lui avait permis de gagner sa vie, alors qu'elle utilisait ce même revenu pour financer l'appartement qu'elle avait transformé en second foyer pour mon mari. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Elle avait une fille de 13 ans, qui était discrètement présente sur les réseaux sociaux de sa mère. J'ai souvent pensé à cette jeune fille dans les semaines qui ont suivi. Elle n'avait rien choisi de tout cela. Elle en payait déjà le prix, comme tous les enfants paient les décisions de leurs parents. Une honte silencieuse, une solitude particulière liée à un problème familial inexplicable. J'ai pensé lui envoyer un petit mot, quelque chose de simple pour lui faire comprendre que ce n'était pas de sa faute. Je ne savais pas comment m'y prendre sans aggraver les choses. J'espère qu'elle s'en est sortie. Je crois qu'elle s'en est sortie, surtout parce que les enfants sont plus résilients qu'on ne le croit,
et aussi parce que j'avais besoin d'y croire. L'entreprise de mon mari a survécu, même si elle a changé. Il a licencié 2 employés. Il a perdu définitivement son contrat de gestion immobilière. Il s'est restructuré en tant qu'entrepreneur individuel, ce qui, concrètement, signifiait qu'il repartait de zéro, avec moins de moyens et moins de crédit qu'à l'époque où nous nous sommes rencontrés. Je le sais non pas parce que je le suivais à la trace, mais parce que le milieu des affaires de Seattle n'est pas immense et que l'information y circule d'une certaine manière. Plusieurs collègues m'ont donné des nouvelles au cours des mois suivants, toujours sur le ton neutre et prudent de ceux qui ne savent pas si je veux les entendre. Moi, je voulais les entendre. Je ne le nierai pas. Il y a quelque chose de vrai, d'humain et pas toujours flatteur dans la satisfaction de voir les conséquences naturelles des choix de quelqu'un se produire comme prévu. 6 mois après le dépôt de la demande de divorce, je suis allée rendre visite à mon ancienne colocataire à Chicago. Elle avait été la première personne que j'avais appelée ce jour-là, avant l'avocat, avant le responsable des parrainages, avant tout le monde. Sans hésiter, elle m'avait dit « Dis-moi ce dont tu as besoin ». C'était la chose la plus utile qu'on m'ait dite de toute l'année. J'étais à Chicago pour un week-end et, le deuxième matin, assise sur le balcon de son appartement, un café à la main, avec le lac Michigan à l'horizon, j'ai pensé à quelque chose auquel je n'avais pas eu le temps de penser au milieu de tout ce qui s'était passé. J'ai pensé à la personne que j'étais devenue pendant ce mariage. Ce n'était pas une mauvaise version de moi, ni une femme qui méritait ce qui lui était arrivé, mais une femme si compétente, si fiable dans sa capacité à gérer toutes les difficultés, qu'elle avait parfois réussi à surmonter sa propre solitude en la refoulant et en retournant travailler. Une femme qui avait entendu son mari dire à 3 reprises ces 2 dernières années qu'il avait l'impression qu'elle n'avait pas besoin de lui et qui avait interprété cela comme un problème de communication à résoudre plutôt que comme une souffrance à apaiser. Je n'étais pas responsable de son choix. Je tiens à ce que ce soit très clair. Les personnes qui se sentent déconnectées de leur partenaire n'ont pas à le trahir. Elles peuvent en parler, partir ou demander de l'aide. Ce qu'il a fait n'était pas de ma faute. Mais reconstruire ma vie impliquait de bien me comprendre, notamment les moments où j'étais tellement concentrée sur ma propre compétence que j'en avais oublié d'être présente. Et cette compréhension m'appartenait, pas à lui, non pas pour excuser ses actes, mais comme une voie que je souhaitais explorer en toute honnêteté. Le divorce a été prononcé 8 mois après le dépôt de ma demande. Je m'en suis occupée presque entièrement seule. Les déclarations financières, le partage des biens, les documents administratifs, car j'étais experte comptable judiciaire, et il s'agissait avant tout d'un exercice comptable. Mon avocat a tout examiné et a confirmé que je n'avais rien omis. La maison est restée à moi. Les comptes d'investissement que je détenais avant le mariage sont restés à moi. Le compte joint a été dissous et partagé en fonction des contributions, ce qui signifiait que la majeure partie m'appartenait. Mon mari a conservé son entreprise et ses dettes personnelles, qui étaient considérables. J'ai refinancé l'hypothèque à mon seul nom et j'ai utilisé une partie du règlement pour rénover la chambre principale. Nouveau sol, nouvelles fenêtres, nouvelle luminosité. Je voulais que cette pièce me ressemble, c'est-à-dire qu'elle soit différente de ce qu'elle avait été lorsque je la partageais avec quelqu'un qui la considérait comme une simple étape. J'ai obtenu une promotion au travail 7 mois après les événements. Mon cabinet m'a nommée directrice principale, responsable d'une nouvelle division d'audit judiciaire. Le timing était une coïncidence. La promotion, elle, ne l'était pas. Je préparais ce poste depuis 3 ans et mon travail n'en était pas devenu moins bon malgré l'effondrement de ma vie personnelle. Au contraire, j'avais trouvé ce travail plus essentiel que jamais durant cette période. Sa précision, la certitude que chaque réponse est possible si l'on est méthodique et patient. Il y a un certain réconfort là-dedans, quand tout le reste ne ressemble qu'au chaos. Je me suis inscrite à une randonnée dans la péninsule olympique avec un groupe que j'avais rejoint au printemps précédent. C'est inconnu et un guide. 4 mois je m'attendais. J'ai découvert que j'étais douée pour ça, d'une manière que je ne soupçonnais pas. L'endurance, notamment. Cette capacité à persévérer malgré l'inconfort, car la vue au sommet vaut vraiment l'effort. Je suis rentrée avec les jambes endolories et 12 photos d'eau, de forêt et de cette lumière si particulière du Pacifique Nord-Ouest à 6 heures du matin. Et quelque chose en moi, contracté et crispé depuis ce mardi dans mon entrée, s'était enfin détendu. J'ai recommencé à fréquenter des gens 11 mois après le dépôt de ma demande de divorce. Ni par hasard, ni par désespoir. J'ai eu 6 premiers rendez-vous avant d'en accepter un deuxième, car j'étais devenue beaucoup moins patiente avec les gens qui disaient une chose et en pensaient une autre.
Et j'étais aussi devenue bien meilleure pour les repérer. L'homme que j'ai finalement fréquenté était un ingénieur en structure divorcé depuis 3 ans. Il m'expliquait clairement les raisons de son divorce, sans se poser en victime, ce que j'ai trouvé plus attirant que je ne l'aurais cru. 1 an après les événements, j'ai reçu un message vocal de ma meilleure amie. Elle avait rappelé d'un autre numéro et cette fois, elle ne m'a rien demandé. Elle m'a dit qu'elle vivait maintenant à Portland. Elle m'a dit qu'elle avait repris une partie de son travail et qu'elle allait bien, ce que j'ai cru, car elle avait toujours été résiliente à sa manière. Elle m'a dit que sa fille allait bien. Elle m'a dit qu'elle avait pensé chaque jour pendant 1 an à ce qu'elle avait fait à notre amitié et qu'elle n'attendait pas mon pardon et ne le demandait pas, mais qu'elle voulait que je sache qu'elle était désolée d'un regret sincère, inconditionnel, sans chercher à se racheter. J'ai écouté le message 2 fois. Je n'ai pas rappelé, mais je ne l'ai pas supprimé immédiatement non plus. Je l'ai laissé sur ma messagerie vocale pendant 2 semaines, ce qui constitue une forme de réponse, peut-être. Près de chez moi, il y a un sentier qui longe la crête au-dessus de la ville. J'y vais maintenant le dimanche matin avec un thermos de café et parfois un livre que je ne finis pas par ouvrir, car le paysage captive mon attention. Seattle, baigné par la lumière matinale, est d'une beauté qui vous surprend, même après l'avoir vue maintes fois. L'eau, les montagnes, le ciel qui change de couleur à peine perceptible. J'y vais généralement seul, parfois accompagné de l'ingénieur qui est un agréable compagnon de marche et qui ne cherche pas à rompre le silence par du bruit. Debout là, un matin d'automne dernier, je me suis demandé ce que je répondrais si l'on me demandait ce que j'avais appris de la pire année de ma vie, à la fois professionnelle et personnelle. J'y ai longuement réfléchi, si longtemps que mon café a refroidi. Voici ce qui m'est venu à l'esprit. Ceux qui vous trahissent vous sous-estiment toujours, car pour agir ainsi, ils n'ont pas le choix. Ils doivent croire que vous ne regarderez pas de trop près, que vous ne poserez pas les bonnes questions, que vous ignorez la signification des reçus. Ils fondent leur tromperie sur une image de vous qui leur permet de gérer leur trahison en toute impunité. La version de moi qu'ils trahissaient était plus douce, moins observatrice, plus facile à manipuler que la réalité. J'étais reconnaissant de cette erreur d'appréciation, non pas parce qu'elle me donnait le pouvoir de nuire, même si ce fut le cas, mais parce qu'elle confirmait une conviction de longue date. La plus grande force réside dans votre authenticité, sans compromis ni excuse. Car ceux qui comptent sur vous pour être quelqu'un d'autre se tromperont sur tous les points essentiels. Ce matin-là, la ville scintillait à mes pieds. Cette même ville qui avait été le berceau de ma vie pendant 15 ans. Cette même ville où j'avais été trahi, où j'avais choisi de rester et où, en restant, j'avais lentement et délibérément bâti quelque chose de meilleur que ce que j'avais perdu. J'ai fini mon café froid. Je suis rentré à pied. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires de femmes qui refusent d'être sous-estimées, abonnez-vous. C'est gratuit et je vous promets que ces histoires valent toujours le détour.